La position que j'ai à défendre aujourd'hui me met dans une situation très inconfortable. Honorable membre du jury, nul doute sur la question, c'est aujourd'hui Bastien qui avait la position intellectuelle la plus difficile à défendre, en ce sens qu'il devait vous convaincre d'une fausse vérité absolue, celle que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et ça a dû être pour toi d'ailleurs un terrible exercice de souffrance et une admirable démonstration de ta mauvaise foi. Et donc par ego, j'ai à un moment donné dans mon travail considéré qu'en vérité c'était moi qui avais la position intellectuelle la plus difficile à défendre. En ce sens qu'au premier abord, j'avais la plus facile. Et que, pour surprendre le jury, je devais contourner le sens de la question, quitte à faire preuve d'autant de mauvaise foi que toi, pour éviter d'utiliser les arguments bateaux qui viendraient à l'esprit de tout à chacun qui réfléchirait juste 2-3 minutes sur ma position. Mais ceci relèverait d'une malhonnêteté intellectuelle flagrante. En vérité, je resterai plus simple. Ma position, c'est de vous expliquer en quoi et de vous convaincre pourquoi l'enfant ne peut pas toujours dire la vérité. À ce stade-là, il est d'ailleurs sur le même piédestal que l'adulte qui ne peut pas toujours dire la vérité. Mais l'enfant, c'est particulier et c'est le sujet qu'on doit traiter aujourd'hui. Il y a 3 raisons différentes au fait que l'enfant ne peut pas toujours dire la vérité. Le premier, c'est que l'enfant est naturellement bon, absolument bon, et que toutes les vérités ne sont pas bonnes. Or, un enfant est beaucoup trop naïf pour dire des choses qui ne lui ressemblent pas. La deuxième raison, c'est que pour trouver la vérité, j'entends la vérité absolue, et je reviendrai sur cet argument, il faut savoir douter, sauf que l'enfant n'est pas sage, pas assez sage pour pouvoir douter. Et enfin, la troisième raison, c'est que pour pouvoir dire toujours la vérité, il faut connaître cette vérité. Pour la connaître, il faut être absolument ouvert au monde et à soi-même, ce qui est impossible par un enfant qui manifestement est toujours enfermé dans sa bulle. C'est donc dans cette vérité simple, l'idée que l'enfant ne peut pas toujours dire la vérité, que je vais balayer d'un revers de main la fausse vérité absolue qui a voulu défendre mon contradicteur. C'est donc premièrement, honorable membre du jury, parce que l'enfant dans sa nature est empêché de pouvoir dire toujours la vérité qu'il ne peut pas toujours la dire. En somme, intrinsèquement, l'enfant est dans sa nature inapte à être une source continuelle de vérité. Pourquoi? Mais parce que l'enfant est candide, il est naïf, il est innocent. Il fonctionne avec la perception innée des choses et son intuition. L'enfant est un être sans vice, sans artifice, sans travers, sans mal en lui. Il ne peut donc déclamer que des vérités qui lui ressemblent, c'est-à-dire des vérités simples, telles que le feu, ça brûle. La guerre, c'est pour les méchants. Quand j'embrasse mamie, elle pique. Mais parce que l'enfant est bon, l'enfant est absolument bon. L'enfant peut être cruel, certes, mais ce n'est que par ignorance, comme le disait Aristote à propos de tous les hommes en général. Le lion n'est pas mauvais quand il mange la gazelle. L'enfant, même quand il est mauvais, il reste bon, pur, sans ambiguïté, sans faux semblant, sans travers, sans mal en lui. L'enfant est bon, or toutes les vérités ne sont pas bonnes. Certaines vérités sont même cruelles pour tout dire. Et une chose absolument mauvaise, telle qu'une vérité cruelle, ne pourra jamais sortir de la bouche d'un être absolument bon tel que l'enfant. Parce qu'en vérité, la vérité englobe le bien, le mal et la connaissance. Et l'enfant est un être sans mal et sans connaissance. Chers membres du jury, auditoire, j'aimerais pour appuyer cette incompatibilité chronique qui fait que l'enfant ne peut pas toujours dire la vérité, vous poser une question un peu chelou. Mettons que l'ange de la mort ou un magicien vienne vous voir en s'adressant à vous avec une enveloppe et qu'il atteste sans mentir que dans cette enveloppe serait inscrite la date et l'heure de votre mort. Ouvririez-vous cette lettre? Vous pourriez vous amuser à réfléchir plus tard à cette question, mais si, naturellement, vous vous êtes tous refusés catégoriquement à ouvrir cette enveloppe, c'est parce qu'elle contenait une vérité absolue, la date de votre mort, et c'est une vérité cruelle, parce que c'est une vérité trop frappante, trop criante, trop dure à supporter, trop pure, trop invariable, trop dangereuse, trop inacceptable pour l'homme. Cette vérité-là, la date de votre mort, balayera et enverra paître toutes vos autres vérités vers le monde du mensonge. Parce que c'est une vérité qui annihilera votre vie en bouffant votre vie. Connaître la fin d'histoire, c'est déjà plus le jeu. Si vous connaissez la date de votre mort, tout sera biaisé, tout ne sera plus que mensonge. Vos ambitions, vos perspectives, vos choix, votre comportement et vos aptitudes, tout ne sera plus qu'un mensonge et une course contre la montre. Et c'est une vérité cruelle qu'un enfant ne peut pas dire, parce qu'un enfant ne peut pas dire ce qui ne lui ressemble pas, il est beaucoup trop simple pour ça. Or, un adulte, lui, peut le faire. Un adulte peut donner des vérités cruelles à d'autres hommes. Un patient qui reçoit l'information de ce médecin qui lui dit, droit dans les yeux, monsieur,
Vous êtes atteint d'un stade de cancer généralisé au niveau 4. Vous avez des métastases. Vous allez mourir dans 2 semaines, 2 mois maximum. Ça, un adulte peut le faire. Parce qu'un adulte sait ce qu'est la cruauté. Parce qu'un adulte peut être cruel. L'enfant, non. L'enfant, non. Et c'est la première raison pour laquelle l'enfant ne pourra jamais dire toujours la vérité, parce qu'il y a des vérités cruelles, mon ami. La deuxième raison, c'est que si l'enfant ne peut pas toujours dire la vérité, c'est parce qu'il ne peut pas accéder à la vérité. Il faut donc décortiquer ce qu'est la vérité. 2 aspects à la vérité. La vérité factuelle et la vérité philosophique. La vérité factuelle, c'est quand le fiston dit à son papa qui rentre du travail « Maman, elle a joué à saute-mouton avec le facteur aujourd'hui. Ils avaient l'air de bien s'amuser. » Évidemment que l'enfant ne dit pas la vérité. L'enfant raconte ce qu'il perçoit du réel, et ce n'est pas tout à fait la même chose. La vérité, tout le monde l'a bien compris, c'est que papa est cocu. Mais que l'enfant ne le sait pas parce qu'il est trompé par ses sens. Il est manipulé et manipulable. Et vous saviez cet élément dans votre plaidoirie, vous n'avez pas réussi à comprendre finalement c'était quoi le fait que j'avais raison. Mais je dis que l'enfant est manipulé, est manipulable, est trompé par ses sens, mais l'adulte aussi. Descartes le disait. Descartes disait que nous pouvions douter de tout, sauf de l'idée que nous existons parce que nous pensons. Parce que chez Descartes, il n'y a que la faculté de penser chez l'homme qui est utilisée sans les sens. Mais en dehors du reste, l'homme peut être trompé. Et l'enfant encore plus. Parce qu'on le sait tous, l'enfant est beaucoup moins sage qu'un adulte, puisqu'il a moins d'expérience. De l'autre côté, nous avons la vérité philosophique. Et c'est la vérité que vous n'avez pas accepté l'existence. C'est la vérité absolue, la seule, la vraie. La vérité absolue, c'est un ensemble, un tout infini, qui est inaccessible et à l'homme et à l'enfant, parce que ce sont des êtres finis. Rumi, un poète perse du XIIIe siècle, affirmait dans une de ses poésies qu'à la création du monde, Dieu avait façonné la vérité sous forme de miroir, et qu'à la création de l'homme, il avait brisé de son poing ce miroir pour l'éparpiller parmi les hommes. De sorte que chaque homme qui trouvera un bout de ce miroir, c'est-à-dire un bout de la vérité, croira détenir toute la vérité parce qu'il se verra dans ce miroir. En vérité, mon ami, la vérité, elle est forcément absolue. Ne confondez pas avec les vérités, c'est-à-dire l'amour de la propre perception qu'on a de notre vérité. Et l'amour propre, sachez que l'amour propre est réducteur de vérité. Alors, certes, une vérité pour Bastien peut être un mensonge pour Johann, mais pour connaître la vérité, il faut aller au-delà de la vérité de Bastien et de Johann. Pouvoir douter de ces 2 vérités pour trouver la vérité, comme l'a fait Descartes. Descartes l'a fait en doutant. En doutant. Et moi en 2 temps. Et c'est la 3e raison pour laquelle l'enfant ne pourra pas toujours dire la vérité, c'est parce que l'enfant est un être bien trop bête pour douter. L'enfant n'est pas assez sage pour douter, donc il ne pourra jamais rencontrer la vérité de telle sorte qu'elle puisse toujours sortir de sa bouche. Pourquoi l'enfant ne peut pas douter? Mais parce que douter est un exercice de souffrance, un exercice difficile. C'est opposer des expériences tirées des différentes rencontres que l'on a dans la vie. C'est posséder plusieurs raisonnements tirés des épreuves et des rencontres que l'on a faites dans la vie. C'est méditer, c'est reconnaître ses torts, c'est voyager, c'est-à-dire frotter sa cervelle contre celle de l'étranger, comme disait Montaigne. Mais ça, l'enfant n'est pas assez sage pour le faire, n'est pas assez sage pour douter, donc du coup rencontrer la vérité. L'enfant pourra dire des vérités, certes, mais ce seront des vérités qui lui ressemblent, c'est-à-dire des vérités simples. Parce qu'en vérité, la recherche de la vérité est interdépendante de la recherche du précis, du subtil, du technique, du savant, et donc du doute. Ce qui empêche, par définition, l'enfant de pouvoir rechercher toutes ces subtilités et toutes ces complexités, parce que l'enfant est beaucoup trop simple, et ces complexités et ces subtilités sont la quintessence même de la vérité. Et de sa cause, c'est-à-dire du doute. Et enfin, 4e, honorable membre du jury, si l'enfant ne peut pas toujours dire la vérité, c'est parce qu'il vit dans sa bulle. Je m'explique. Le hasard est heureux, j'ai vu une émission il y a quelques mois, 2 = M6, intitulée d'ailleurs « La vérité sort-elle toujours de la bouche des enfants ?» Et un scientifique intervenait pour dire que l'enfant est incapable de distinguer le réel de la fiction. En pratique, ça veut dire que l'enfant est incapable de se demander pourquoi Bob l'éponge ne grossit pas alors qu'il vit dans l'eau et que c'est une éponge. Pourquoi Winnie l'ourson s'attarde à manger du miel alors que dans la vraie vie, ça fait belle lurette qu'il aurait bouffé Porcinet.
Mais parce que l'enfant vit dans une bulle, dans sa bulle, son monde, son petit univers que son imagination construit. Il est donc enfermé dans sa personne et stérilisé face à la vérité. Parce qu'en vérité, la vérité, elle se trouve à l'intérieur de nous tous. Mais aussi, et c'est ce que vous n'avez pas traité, à l'extérieur de nous tous, en des choses qui nous dépassent tous. Cet ensemble, c'est-à-dire l'agglomérat de toutes nos vérités intérieures et toutes les vérités extérieures que l'on ne maîtrise pas et souvent que l'on ne comprend pas, est inaccessible et à l'homme et à l'enfant, de telle sorte que ni l'enfant ni l'adulte ne puissent toujours dire la vérité. Et donc je conclurai sur ce point, c'est que si l'enfant pouvait être absolument ouvert au monde et à soi-même, ça impliquerait qu'il serait dans un état de paix intérieure. Or un enfant est bien trop peu expérimenté pour connaître un état de paix intérieure, parce que par définition il aurait dû connaître un état de guerre intérieure, et c'est impossible pour lui statutairement. C'est donc sur ce point que je vais conclure, sur l'inaptitude d'un enfant à pouvoir toujours dire la vérité, c'est-à-dire sa bonté, son inaptitude à douter, et la petite bulle dans laquelle il est toujours enfermé. Il est conditionné, comme vous disiez.